Jean-François Kandji-Combé, bonjour. Bonjour. Alors, un référendum constitutionnel controversé devrait avoir lieu le 30 juillet prochain en Centrafrique. Et ce projet, initié par le pouvoir centrafricain, est vivement rejeté, contesté par les mouvements de l'opposition. Quelle est aujourd'hui l'opportunité d'un changement de constitution en République centrafricaine, votre pays? Alors, je voudrais d'abord dire, et que tout le monde comprenne, que pour nous, la Constitution, il n'y a pas de Constitution figée. La Constitution, c'est un instrument de droit vivant qui doit s'adapter, prendre en compte les projets de chaque peuple, y compris ses projections d'avenir, et s'adapter de ce point de vue-là. Mais le changement de constitution doit pouvoir s'expliquer. On doit pouvoir l'expliquer à la population, on doit pouvoir l'expliquer à chaque Centrafricain. Aujourd'hui, le président Touadéra n'est pas capable de le faire. Depuis pratiquement 3 ans maintenant qu'il essaie de changer cette constitution, nous n'avons pas, en tant que Centrafricains, eu l'opportunité de l'entendre nous dire les raisons profondes pour lesquelles il veut changer, ce que cela va changer dans le pays, dans sa propre gouvernance ou dans la gouvernance de ceux qui vont le suivre. Et par conséquent, il n'y a pas une opposition de principe à un changement. Le changement, c'est la vie. Et aujourd'hui, ce changement de constitution-là, je crois qu'il ne pouvait pas y avoir plus grand malheur pour notre pays. Vous savez, j'ai participé en 2015 au Forum de Bangui. Le Forum de Bangui, c'était, je crois que cela n'est jamais arrivé dans notre pays, qu'on rassemble des Centrafricains de tous les horizons de cette manière-là, qu'on leur demande ce qu'ils veulent pour leur pays, et qu'on reprenne ces éléments-là pour les mettre dans la Constitution. Un de ces éléments, c'était quoi? C'était la limitation du mandat du chef de l'État. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce pays des coups d'État et des présidences à vie. Et les Centrafricains ont constaté que ce mode de gouvernance-là n'a apporté que le malheur dans le pays. Et ils voulaient que les choses tournent. Ils ont aussi demandé à ce que cette constitution-là puisse profiter faire en sorte que les ressources, le patrimoine national profite à chaque Centrafricain. C'est toute la question des ressources minières et des contrats miniers et des contrats forestiers. Et nous avons constaté que c'est l'un des enjeux d'ailleurs. Les 2 éléments que je viens de vous citer sont les enjeux essentiels de ce changement de constitution. M. Touadéra veut rester au pouvoir, il veut le pouvoir à vie, il veut un pouvoir sans limite et sans contrepoids. Il ne veut pas être, je dirais, bloqué par la Constitution, ou en tout cas guidé par la Constitution. Il veut un pouvoir absolu et pour toujours. Et ceci, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter. Je ne vais même pas dans le détail de notre Constitution qui explique notre combat, qui dit que ce que Touadéra est en train de faire, c'est une déclaration de guerre au peuple centrafricain et qui demande à chaque citoyen de se réunir avec les autres pour faire quoi? Pour faire échec à l'autorité illégitime. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons. C'est notre Constitution et c'est la volonté des Centrafricains et nous y sommes attachés. Alors, vous êtes vous-même engagé dans une forme de résistance à ce référendum et vous avez appelé vos compatriotes à, je cite, ne pas laisser se dérouler les opérations de préparation de ce référendum. Fin de citation. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce projet de référendum déclenche une nouvelle crise politique en Centrafrique aujourd'hui? Alors, il faut toujours ramener l'ordre entre les causes et les effets. Il y a ce qui a été déclenché et ce qui répond à ce qui a été déclenché. Et la crise est déclenchée par Touadéra. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi fondamentale dont il est le premier gardien dit, et lui-même, nous sommes en Afrique, dans la tradition africaine, un homme d'État, un chef,
qui donne sa parole, qui prête serment sur la Bible et devant les ancêtres, de ne pas toucher aux éléments de son mandat. Il a déclenché une rupture de notre ordre constitutionnel. C'est lui qui a déclenché tout cela. Et quand la Constitution dit il a déclaré la guerre au peuple centrafricain, quel peuple en ce monde a pour destin d'être éliminé de la terre? C'est un droit élémentaire de chaque individu et de chaque peuple de pouvoir protéger sa vie, c'est ce qu'on appelle la légitime défense. Et la légitime défense, la Constitution nous indique la voie, il faut faire échec à l'autorité illégitime, ce pouvoir doit s'arrêter pour que la République centrafricaine reprenne le chemin du progrès et le chemin de l'espoir. Comment peut-on comprendre, dans un pays comme la RCA, qui a connu des crises multiples, successives, voire récurrentes depuis plusieurs années, voire des décennies, qu'un chef d'État aujourd'hui se lance dans cette aventure d'une présidence à vie? Comment peut-on expliquer cela? Quel est le ressort, je dirais, de cette aventure dans laquelle se lance aujourd'hui le président Touadéra? Alors, je ne vais sans doute pas pouvoir répondre à votre question, mais je vais accompagner votre interrogation. Nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas rationnellement ce qui est en train de se passer. Comment une personne, une personnalité, comme M. Touadéra, qui est arrivé au pouvoir, qui a d'abord exercé le pouvoir comme Premier ministre pendant 5 ans, et donc qui connaît l'état du pays, qui connaît les besoins du pays, comment un homme comme celui-là, professeur d'université par ailleurs, qui est là pour l'éducation du peuple, comment cet homme qui s'est présenté comme le président des pauvres et comme le gardien, celui qui nous faisait reprendre le chemin, comme je le disais tout à l'heure, de l'espoir, comment il est tombé là-dedans. Comment il peut tomber là-dedans. Nous avons, certains parlent de malédiction, je n'y crois pas. Je ne crois pas que nous avons à être fatalistes aujourd'hui, hein, que ce soit en Centrafrique ou dans d'autres pays d'Afrique. Nous avons la capacité, nous avons l'influx, nous avons l'énergie pour pouvoir aller de l'avant et aller positivement de l'avant. Beaucoup de pays africains vont de l'avant, mais il y a toujours cette tentation. Lorsqu'on est au pouvoir, le pouvoir, parfois on dit qu'il tourne la tête, mais le pouvoir appelle le pouvoir. Et il faut des contrepoids dans un pays. Et malheureusement, dans ce pays, d'une certaine manière, M. Touadéra, s'il fallait donner une explication, c'est l'homme des mauvaises habitudes. Il était Premier ministre, il a pris l'habitude d'un pouvoir absolu, il a pris l'habitude de signer les contrats miniers, c'est-à-dire de brader les ressources du pays dans l'ombre, sans que personne n'en sache rien. Il ne veut surtout pas que ces habitudes-là changent. Et il se trouve que, malheureusement pour lui, il est un Centrafricain parmi d'autres. Les Centrafricains sont attachés à leur pays. Et nous, vous avez dit tout à l'heure que nous avons créé un mouvement qui est le Conseil de résistance et de transition. C'est, nous le disons, c'est la seule institution aujourd'hui constitutionnelle dans notre pays. Et je le dis en pesant mes mots parce que nous avons cette constitution qui est venue du cœur des Centrafricains, qui dit « Lorsque tout va mal, je remets le pouvoir entre les mains de vous, citoyens. Soyez responsables, mettez fin au malheur et reprenez le chemin. » Alors, il y a quand même un contexte sécuritaire qui est évidemment alarmant depuis plusieurs années. Et puis, il y a un contexte géopolitique, à la fois régional et international, dans lequel s'inscrit ce référendum initié donc, par le pouvoir du président Touadéra. Et alors, à la mi-juillet, plusieurs centaines d'éléments du groupe russe Wagner sont arrivés en Centrafrique en vue, dit-on, d'assurer la sécurité en prévision justement de ce référendum du 30 juillet. Alors, quel est le degré aujourd'hui, Jean-François Akanji Combé, quel est le degré d'implication de cette société de mercenaires dans ce projet de référendum constitutionnel? Alors, vous avez évoqué 2 points qui sont fondamentaux, la question sécuritaire et la question géopolitique. Je vais séparer les deux pour l'instant. Sur la question sécuritaire, M. Touadéra a fait un choix.
c'est ce choix qui nous emmène dans le mur. Nous sommes dans un pays, bien sûr, qui a connu des crises, des morts, l'absence de justice. Et il y avait une opportunité sans pareille lorsque Touadéra est arrivé au pouvoir. Il avait un consensus national qui l'accompagnait pour aller vers la paix et la réconciliation. Toutes les occasions de réunir les Centrafricains pour qu'ils se parlent entre eux, pour qu'ensuite justice passe, toutes ces occasions ont été dilapidées par Touadéra. Il n'en a pas voulu. Réunir les Centrafricains, non. Il a réuni, évidemment, vous vous souvenez sans doute de Khartoum, mais Khartoum, c'est la réunion des chefs des groupes armés, dont beaucoup sont des mercenaires, et qui sont des collaborateurs du pouvoir. D'ailleurs, à cette époque-là, il les appelait les partenaires, tandis que nous, les citoyens, ils nous appelaient les ennemis de la nation. Donc, il a fait un choix qui n'était pas le bon pour le pays. Nous-mêmes, y compris lorsque j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai été chargé de construire ce qui a été adopté à l'unanimité par nos députés, c'est-à-dire une initiative de paix pour la République centrafricaine permettant de réunir l'ensemble des forces du pays pour aller vers la paix et la réconciliation, et puis surtout pour pouvoir rendre justice aux victimes, parce que de crise en crise, les laissés pour compte de ces crises-là, ce sont les victimes. Il n'y a jamais eu de justice. Et lui, il a fait le choix de quoi? Il a fait le choix d'une protection personnelle. Et le choix d'une protection personnelle, non pas par des forces, je dirais, de la lumière, d'une certaine manière, mais par des forces de l'ombre. Nous sommes quand même en Afrique, et je voudrais rappeler, parce que c'est une considération essentielle, que l'Afrique a été le premier continent, la première organisation à l'époque de l'OUA a déclaré illégal sur tout le continent africain le mercenariat. L'Afrique, la première initiative de l'Afrique à l'international au sein des Nations Unies pour porter une convention, c'est la convention contre le mercenariat. Nous sommes ici sur une volonté africaine, pas sur la volonté d'une personne. Et donc, M. Touadéra a fait ce choix-là. Et ce choix-là est un choix destructeur de la nation. Je pense qu'aujourd'hui, on commence à être instruit de ce que font les Wagner dans mon pays, à l'égard de mes compatriotes. Ce sont des hommes sans foi ni loi. C'est la définition du mercenaire traditionnellement, mais nous le voyons tous les jours dans nos villes, dans nos campagnes, sans foi ni loi, on viole, on tue, on raquette, on vole. C'est cela. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où la République centrafricaine est devenue un État exceptionnel, mais d'une exception dont nous ne voulons pas. C'est le seul État Wagner qui existe sur la Terre aujourd'hui. Et qui combine cela avec un État mafieux. Les deux vont de pair. Et Touadéra a fait ce choix-là, qui est un choix qui nous mène non seulement droit dans le mur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais qui nous mène tout droit vers une nouvelle crise, une crise plus profonde encore, dont nous ne voulons pas, parce que la crise, ça veut dire des morts centrafricains, ça veut dire du sang qui va couler, ça veut dire des innocents, ça veut dire même aujourd'hui, déjà, un tiers de nos compatriotes sont soit dans la brousse, soit dans des camps des réfugiés. Et en 7 ans, Touadéra n'a pas été capable de régler cela et de faire revenir à la maison les fils et les filles de ce pays. Le soutien, justement, ça soit ma dernière question, le soutien que les éléments de Wagner étaient censés apporter aux forces armées centrafricaines, les FACA, est-ce que ce soutien a permis, très concrètement, de faire reculer l'insécurité et l'emprise des groupes armés non étatiques aujourd'hui en RCA? La propagande voudrait qu'ils aient libéré le pays avec les FACA. C'est la propagande. Mais vous aurez observé que lors de cette libération du pays, un pays qui est tenu par des groupes armés, près d'une vingtaine de groupes armés, et qui ne recule devant rien, est-ce que vous avez entendu parler d'une seule bataille pour prendre une ville ou pour prendre un village? Jamais. La libération, c'est une forme d'entente
on arrive dans la ville, les forces qui le prenaient se replient dans la brousse, et on a une sorte d'éternel recommencement. Deuxième élément, vous savez que les Wagner ont créé des sociétés écrans minières, forestières, d'exploitation forestière, etc. Ils ont signé des contrats de sécurisation parce qu'ils ne sont pas en nombre suffisant pour à la fois protéger Touadéra et protéger leurs mines. Ils ont signé les contrats avec qui? Ils ont signé les contrats avec des groupes armés, avec Ali Darassa, avec Al-Khatim, avec Sidiki, Feu Sidiki. Ils ont signé des contrats avec ces gens-là. C'est une entente. Et comment voulez-vous que des partenaires de ce type-là, parce que les ressources qui sont tirées de République centrafricaine sont extrêmement importantes pour Wagner, pour M. Prigojine, mais aussi pour l'État de Russie, qui est aujourd'hui sous sanction internationale et qui a besoin de l'or centrafricain, 50 tonnes par an, pour contourner les sanctions internationales, alimenter son effort de guerre. Et tout cela avec l'assentiment du pouvoir de Bangui? Tout cela avec la participation du pouvoir de Bangui. Il y a un pays qui est mis en coupe réglée, qui est pillé. Il y a un pillage à grande échelle sur 623 000 km² à ciel ouvert. C'est de cela qu'il s'agit. Et lorsque Touadéra veut conserver le pouvoir, c'est cela qu'il veut conserver. Et par conséquent, je veux bien. La République centrafricaine a besoin d'être pacifiée. Les citoyens ont besoin de circuler à nouveau, d'aller à leurs champs, d'aller à leurs affaires, que la vie reprenne, que les écoles reviennent dans nos provinces et dans nos villages, que, en tout cas, une vie normale. On peut, pour arriver à cela, on peut avoir besoin d'un rapport de force sur le terrain. Nous sommes un État qui a signé avec d'autres États des accords de défense. Il y a un accord de défense avec le Rwanda, ça c'est une autre affaire. Il y a un accord de défense avec l'Angola. Il y a les pays voisins avec lesquels nous sommes engagés dans des exercices, dans des accords de sécurité. Le Congo démocratique, le Tchad, le Cameroun, le Soudan. Tous ces outils-là, pourquoi ne pas les avoir utilisés? Il y a un outil majeur que vous ne citez pas, professeur, c'est la MINUSCA. Mais, vous savez, la MINUSCA est venue avec un mandat qui est toujours un mandat de protection de la population civile. C'est un mandat, aujourd'hui, pour ne pas dire que c'est un échec, c'est un mandat qui n'a pas été accompli. La MINUSCA a préféré, parce qu'il y avait plusieurs éléments du mandat, la protection de la population civile qui est la majeure, d'une certaine manière, et la mineure qui était l'accompagnement des autorités nationales et l'accompagnement du processus de démocratisation ou d'enracinement de la démocratie. Et donc, la MINUSCA a interprété cela comme un mandat de protection des pouvoirs publics. C'est très bien. Mais chemin faisant, il a oublié que les pouvoirs publics devaient être démocratiques en République centrafricaine. Il l'a transformé en mandat de protection de Touadéra. La MINUSCA est aujourd'hui dirigée par une Rwandaise. Le Rwanda a en République centrafricaine 3 contingents. Un contingent au sein de la MINUSCA, un contingent qui protège Touadéra, un autre contingent un peu de l'ombre d'une certaine manière, qui est une sorte de force d'attente sur le territoire qui protège les intérêts rwandais. Et ça, ce n'est pas la protection de la population centrafricaine, et ça, ce n'est pas un élément de sécurisation du pays. Aujourd'hui, nous observons avec beaucoup d'attention et avec beaucoup de, je dirais, de préoccupation. Je vous disais tout à l'heure que la République centrafricaine est devenue un État Wagner, et nous observons dans cet État exceptionnel une collaboration sans heurts avec la communauté internationale à travers la MINUSCA, qui collabore avec des mercenaires qui ont été déclarés par Poutine non grata dans leur propre pays, nuisibles pour le pouvoir et pour la population. Et voilà que des forces des Nations Unies qui sont censées venir protéger les citoyens centrafricains et permettre que la République centrafricaine s'épanouisse sont en train de collaborer avec. Il faudra en tirer les conséquences demain.
Il y a quelques années, alors ce sera la toute dernière question avec une réponse courte, professeur. Il y a quelques années, on disait que la République centrafricaine était devenue un non-État. Aujourd'hui, on dit, voilà, le premier État Wagner d'Afrique. Finalement, est-ce qu'il faut désespérer de la RCA? Est-ce que la Centrafrique aujourd'hui est encore une terre qui appartient aux Centrafricains? Et comment, je dirais, restaurer le peuple centrafricain, ce qui pourrait devenir à nouveau une communauté de destin? Il n'y a pas à désespérer. Je pense qu'il y a tous les ingrédients pour désespérer, mais nous ne désespérons pas. Parce que nous croyons dans les énergies positives centrafricaines, parce qu'elles existent. Ces énergies existent. On a tendance à les oublier parce que chaque pouvoir qui est venu s'est évertué à les bâillonner, à les liquider. Mais ces forces positives existent. Les compétences centrafricaines sont là. La volonté centrafricaine de construire un autre pays est là. Et nous sommes situés, et c'est ceci, à mes yeux, notre destin. Nous sommes situés au cœur de l'Afrique. Là où le cœur bat, on vit. Là où le cœur s'arrête de battre, on est mort. Et je pense que nous avons, et c'est notre vision au Conseil de résistance et de transition, nous portons un destin national, mais un destin continental aussi, pour indiquer la voie, non pas par la force, mais par l'exemple. Et donc, il est possible, nous sommes décidés, nous avons engagé aujourd'hui un processus pour construire la République centrafricaine autrement. Je dis bien construire, pas reconstruire, parce qu'en réalité, ce pays n'a jamais existé. Il y a quelqu'un qui avait écrit un livre, La République centrafricaine n'a jamais existé, mais il avait raison, parce que le pays qui n'existait pas, parce qu'en réalité, à partir des indépendances, on a repris la structuration coloniale de ce pays qui n'était pas fait pour construire un peuple, pour construire une nation, mais qui était fait pour exploiter des ressources. Et on a exactement ce schéma-là aujourd'hui qui est promu par Touadéra. Nous allons changer la République centrafricaine. Je ne parle pas de moi. Je parle des Centrafricains qui sont décidés à le faire, quand bien même nous qui sommes là aujourd'hui, Dieu nous aura rappelé, il y en aura d'autres. Et je crois dans le destin de mon pays parce que je crois aussi dans son destin africain. Merci beaucoup, professeur Jean-François Akanji Kombe. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous avons reçu aujourd'hui Jean-François Akanji Kombe, professeur à l'école de droit de la Sorbonne, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il est consultant international pour les questions de gouvernance, de droits humains et de sécurité. Jean-François Akanji Kombe est un acteur politique centrafricain.